Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour traiter un sujet pratique qui concerne les infiltrations cortisoniques de rachis. Voici mon agenda. Donc, on va essayer de répondre à certaines questions pratiques. D'abord, pourquoi on infiltre le rachis? Quelles sont les voies d'administration? Quels moyens de guidage? Quels sont les corticoïdes ou les types de corticoïdes qu'on peut utiliser? Comment infiltrer le rachis? Quels sont les effets secondaires des infiltrations de rachis et quelles sont les précautions à suivre pour réussir notre geste. Donc, la pratique des infiltrations ou des injections de rachis sont de plus en plus utilisées par les praticiens ou les spécialistes de la douleur au cours de ces dernières années, surtout les infiltrations ou les injections épidurales, puis les infiltrations facétaires ainsi que les infiltrations des sacroïdes. Donc, pourquoi on infiltre le rachis? D'abord, les indications. On infiltre le rachis en cas de radiculagie d'origine discale, sténose canalaire non opérable, en cas de discopathie dégénérative en poussée, en cas de syndrome facétaire postérieur au syndrome facétaire et en cas d'une douleur post-opératoire. Bien sûr, ces indications après avoir été traitées par un traitement médical bien conduit, ainsi que les règles hygiéno-diététiques. Donc, comment on évalue, est-ce que les infiltrations corticoïdes sont efficaces? Dans cette méta-analyse, ils ont évalué l'efficacité de sérum salé avec ou sans corticoïdes dans les infiltrations de rachis et n'ont pas trouvé une différence entre les deux groupes. Les deux groupes ont présenté une amélioration sur le plan douleur et fonction. Donc, dans cette méta-analyse, elles ont comparé l'efficacité des injections péridurales cervicales d'anesthésique locale avec ou sans corticoïdes. Elles ont trouvé que à 6 mois de traitement, les injections avec anesthésique, avec sérum salé ou lidocaïne n'étaient pas efficaces en comparant les stéroïdes avec lidocaïne avec ou sans stéroïdes, les résultats étaient meilleurs que sérum salé avec ou sans stéroïdes. Et les résultats étaient efficaces à 6 mois, à 12 mois, et même les résultats étaient maintenus à 24 mois sur la douleur et la fonction. Et ils ont conclu que les études ont montré des preuves de niveau 1 fortes d'amélioration à court et à long terme du soulagement de la douleur et de la fonction grâce aux injections épidurales cervicales d'anesthésique seul ou associées aux corticoïdes. Quelles sont les voies d'administration possibles dans les infiltrations de rachis? D'abord, quels sont les types d'infiltration? On peut proposer des infiltrations épidurales. On a 4 voies d'administration. On a la voie transforaminale, la voie interlamaire, la voie interépineuse, ainsi que la voie hiatus sacro-coccygeal. On peut aussi infiltrer les facettes. On peut proposer aussi les infiltrations discales en cas de discopathie dégénérative en poussée. Et on peut aussi proposer les infiltrations des sacroiliaques lorsqu'il y a une lombalgie d'origine, dont l'origine est une arthrose des sacroiliaques. Donc, quelle voie d'administration? Donc, dans cette étude, ils ont comparé 3 voies d'infiltration épidurale. Donc, ils ont évalué les 3 voies d'infiltration épidurale, la voie transforaminale, interlamaire et la voie hiatus, en administrant soit l'anesthésique local seul ou associé au corticoïde, avec un suivi d'au moins 6 mois, et ils ont défini l'amélioration significative par un soulagement de la douleur et une amélioration de l'état fonctionnel au-delà de 50%. Donc, voilà les résultats. Pour la voie interlamaire, et c'est révélé positif
Donc, il y a une efficacité par la voie interlamaire à 6 mois et à 12 mois sur le plan fonction et douleur. Pour la voie hiatus aussi, il y avait une efficacité sur le plan douleur et fonction, mais les études étaient pas des études de bonne qualité. Pour la voie transforaminale aussi, donc, était efficace. Il n'y avait pas de différence entre anesthésique locale et corticoïde plus anesthésique locale. Donc, il y avait une bonne réponse à 6 mois et à 12 mois sur la fonction et la douleur. Et ils ont conclu que les injections épidurales transforaminales et interlamaires avec un anesthésique local et des corticoïdes ont montré des preuves de niveau 1. Et pour la voie hiatus, a montré des preuves de niveau 2 avec un anesthésique local associé à des corticoïdes ou anesthésique local seul. Donc, on a vu les 3 voies. Les 2 voies ayant prouvé son efficacité, c'est la voie transforaminale et la voie interlamaire. Dans cette étude, ils ont comparé les 2 voies, la voie interlamaire et la voie interépineuse. Effectivement, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes sur le plan fonction et douleur. Mais il y avait une différence sur le plan. Ces gestes, les infiltrations ont été réalisées par scopie. Donc, il y avait une différence significative sur la durée de l'examen qui était en faveur de la voie interlamaire. Et aussi, pour le confort de patient, il y avait une différence significative qui est en faveur de la voie interépineuse, ainsi que la bonne diffusion de produits de contraste. Lorsqu'on utilise la scopie, la fluoroscopie, on utilise aussi le produit de contraste. Il y avait une bonne diffusion de produits de contraste avec la voie interlamaire. Donc, quels sont les moyens de guidage? Donc, actuellement, le moyen de guidage le plus utilisé, c'est la fluoroscopie, mais il y a l'émergence d'autres moyens comme le scanner et l'échographie. Donc, dans cet essai contrôlé randomisé, ils ont comparé l'efficacité clinique entre les techniques d'injection par guidage échographique ou ils ont comparé ce groupe avec le guidage par scanner et ou fluoroscopie dans le cas de syndrome facétaire. Et il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes. En plus, il y avait des études en faveur de l'échographie. Donc, ils ont préconisent donc, sous l'échographie, il y avait moins d'effets secondaires ainsi que presque la même efficacité dans les 2 groupes. Dans cette étude, ils ont comparé l'échographie et la fluoroscopie dans la voie hiatus et il n'y avait pas de différence significative sur la précision et sur la douleur et la fonction. Donc, si on veut résumer les avantages et les inconvénients de chaque moyen de guidage, donc pour l'échographie, pour les avantages, il y a bien sûr l'absence des radiations, le guidage dynamique, l'échographie permet une visualisation des structures voisines, notamment les vaisseaux et les nerfs, et permettant ainsi une réduction de risques traumatiques. Elle permet aussi une meilleure visualisation de l'injection de produits potentiels, notamment les dépôts des cristaux de corticoïdes. Donc, pour les inconvénients, bien sûr, lorsque l'anatomie ne permet pas de cibler les structures qu'on veut donc cibler ou qu'on veut injecter, il est difficile de réaliser l'échographie, surtout au cas d'obésité, en cas de variation anatomique. Donc, pour la fluoroscopie, pour les avantages, elle permet une précision à l'aide de produits de contraste. Elle permet une vue multiplanaire de l'anatomie cible. Pour les inconvénients, la plupart des complications rapportées dans la littérature le moyen de guidage utilisé était la fluoroscopie, avec une fréquence de complications entre 5 et 10%. Et bien sûr, l'inconvénient majeur de la fluoroscopie, c'est les radiations, pour le patient et pour le médecin. Pour le scanner, bien sûr, elle permet une meilleure analyse anatomique et ainsi qu'une meilleure précision. Pour les inconvénients aussi, il y a des complications rapportées sous guidage scanographique dont la fréquence était de 0,5%.
Et bien sûr, il y a comme inconvénient de scanner, il y a l'irradiation, malgré qu'on utilise le scanner à faible dose. Voilà des exemples de guidage scanographique de foramen ainsi que de sacro-iliaque. On voit, voilà l'aiguille, voilà la diffusion de produits de contraste. Quel corticoïde utiliser pour l'infiltration de rachis? Il y a deux types de corticoïdes. Il y a les corticoïdes particulières en suspension et il y a les corticoïdes non particulières. Donc, les corticoïdes particulières ont les caractéristiques qui sont des produits insolubles qui se cristallisent au milieu hydrophile. Donc, comme la triamcinolone, l'acétate de prénisolone, l'acétate de prénisolone, bêta-méthasone ainsi que le cortisone. Et pour les corticoïdes non particuliers, on a comme exemple la dexaméthasone. La plupart des effets secondaires rapportés dans la littérature étaient apportés après l'infiltration par des corticoïdes particuliers. Dans cette étude, ils ont comparé l'efficacité des corticoïdes particuliers versus corticoïdes non particuliers. Et ils ont trouvé qu'il n'y a pas de différence significative ni sur la douleur, ni sur la fonction entre les deux types de corticoïdes. Donc, concernant le nombre d'injections à réaliser et le volume à injecter, il n'y a pas de consensus. Donc, pour le nombre d'injections, elle est entre 1 à 3 injections. Lorsqu'ils sont répétés, il faut respecter le délai entre les deux injections qui est généralement de 7 jours. Et il faut adapter, ou on peut adapter bien sûr l'indication en fonction des symptômes. Lorsqu'il y a une aggravation ou réapparition de symptômes, on peut proposer une deuxième, voire troisième infiltration. Donc pour le volume à injecter aussi, il n'y a pas de consensus. Le volume, il est plus supérieur dans la voie hiatus. Elle est estimée à 10 ml pour la voie hiatus et 3 ml en cas d'infiltration par voie interépineuse postérieure. Donc, cette étude elle évalue les habitudes des spécialistes de la douleur dans l'injection de rachis. La plupart des médecins, la plupart des spécialistes de la douleur utilisent le volume entre 1,6 et 2,5 ml dans la voie transforaminale au niveau cervical ainsi que dans la voie lombaire. Et bien sûr, pour le volume le plus utilisé dans la voie interlamaire cervicale, c'est entre 2,6 et 3,5 ml. Pour le volume le plus utilisé dans la voie interlamaire lombaire, c'est au-delà de 4,5 ml. Comment infiltrer? Je vais insister sur 3 localisations d'infiltration, la voie hiatus, l'infiltration des facettes et les sacroiliaques. Donc, on commence par l'infiltration épidurale par le hiatus sacro-coccygène. Pour les indications, en cas d'antécédents chirurgicaux, contre-indiquant une voie classique interlamaire à l'étage lombaire, et en cas de radiculagie, soit en lien avec un rachis lombaire étroit ou en lien avec un conflit disco-radiculaire. Pour le matériel, on a besoin d'une aiguille à 22G pour l'infiltration et une aiguille pompeuse pour ponctionner le sérum physiologique et l'acétate de prénisolone. On a besoin d'un seringue de 5 à 10 cc pour sérum physiologique, seringue et aiguille pompeuse de 10 cc pour le mélange d'acétate de prénisolone, une boîte tétraportentile et champ stérile. Donc, pour la posologie, on a besoin de 5 cc de sérum physiologique, une boîte tétraportentile mélangée avec 5 cc de sérum physiologique et la quantité totale à injecter, c'est 15 ml. Pour la position de patient, elle est en décubitus ventral avec un oreiller sous l'abdomen. Pour la voie d'abord, soit en coupe transversale sur l'hiatus, voilà l'image de référence ou la coupe de référence. On a les deux cornes sacrées avec le sacrum
ainsi, et le ligament sacro-coccygien. Voilà l'hiatus. Ça, c'est en coupe transversale. En coupe longe, voilà la coupe longe du hiatus. Voilà la coupe de référence. On a le ligament sacro-coccygien, le sacrum et le canal et le hiatus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'aiguille. Voilà, on rentre dans le canal pour infiltrer, pour administrer les corticoïdes. Pour les critères de réussite, il faut une absence de reflux sanguin ou de LCR et l'injection généralement reproduit la douleur. Après le geste, au cours de geste, le patient rapporte une aggravation de la douleur, surtout les lomboradiculages. Pour les précautions post-injection, la tolérance immédiate de geste elle est excellente. Il faut un repos relatif pendant 48 heures. Il faut prévenir le patient de risque potentiel d'exacerbation des douleurs radiculaires dans les 24 à 48 heures suivant le geste. Ça pour l'infiltration de l'hiatus. Donc, si on veut récapituler, donc on peut utiliser donc, la xylocaïne, 5 cc de xylocaïne avant le ligament sacro-coccygien, juste pour faire le marquage de trajet. Puis, en traversant le ligament, on sent une résistance en traversant le ligament, puis on sent qu'on est dans le vide lorsqu'on atteint le canal. Donc, à ce niveau-là, on commence l'injection de corticoïdes, 5 cc de corticoïdes, c'est les dentortensiles, suivi de 10 cc de sérum physiologique. On peut mélanger les deux. Pour l'infiltration de l'articulation interapophysaire postérieure, pour le matériel, on a besoin d'une aiguille à 20 G, lidocaïne 1%, 2 ml de lidocaïne et corticoïdes 2 ml. Il n'y a pas de consensus pour les corticoïdes, mais il faut éviter l'hexatrium pour l'infiltration des facettes. Voilà une vue postérieure de rachis lombaire, une vue de 3/4. Voilà les articulations postérieures au niveau lombaire. Pour l'infiltration, la procédure, le patient, bien sûr, en position ventrale. La sonde, elle est placée de 3 à 4 cm de la ligne des épineuses, d'une façon longitudinale. L'aiguille rentre dans la peau avec un angle de 40 à 45 degrés. Et l'aiguille, elle est parallèle à la sonde. Et voilà l'image de référence. On a les articulaires postérieurs et voilà le trajet de l'aiguille. Donc, on injecte en sous-capsulaire d'un volume total de 4 ml d'un mélange entre xylo et corticoïde. Au niveau cervical, voilà une vue anatomique de rachis des facettes au niveau cervical. La sonde, elle est placée verticalement. Et voilà la position. Patient en décubitus ventral. Sonde placée entre 3 et 4 cm de la ligne, en dehors de la ligne des épineuses. Et voilà l'aiguille. Entre d'une façon, avec un angle de 30 à 40 degrés. Et voilà l'image. Donc voilà les articulaires postérieurs et voilà le trajet de l'aiguille. Pour l'articulation sacro-iliaque, voilà une vue postérieure des sacro-iliaques. Il y a plusieurs voies d'abord. La voie la plus facile, c'est la voie supérieure. On coupe le bassin transversalement. En réalisant une ligne qui passe entre l'épineuse postérieure du sacrum, le foramen sacré et l'articulation sacro-iliaque. Ça donne une vue schématisée. Voilà, le sacrum, ça c'est une coupe transversale. L'épine de sacrum, le foramen sacré et l'articulation sacro-iliaque. Donc notre premier repère, c'est l'épine sacrée. Première épine sacrée, voilà comment se manifeste à l'échographie. Puis, on place la sonde dans la même ligne en dehors. Voilà le foramen sacré.
Puis, on glisse la sonde en dehors vers l'articulation sacro-iliaque. Voilà l'articulation sacro-iliaque avec le ligament interosseuse et le ligament sacro-iliaque postérieur. Donc, pour l'infiltration, elle est de dedans en dehors. On rentre aussi par un angle tangentiel parallèle à la sonde. Et voilà l'articulation sacro-iliaque et voilà l'aiguille. En traversant les ligaments pour injecter de corticoïdes dans l'articulation. Et voilà une vue schématisée. Quels sont les effets secondaires des infiltrations? Donc, les effets secondaires rapportés surtout par la voie épidurale, après l'infiltration épidurale, ce sont des accidents neurologiques. Les accidents neurologiques ont été rapportés surtout par la voie transforaminale, étaient exclusivement rapportés par la voie transforaminale et sous guidage scopique, ainsi que sous corticoïdes particulaires. Particuliers. Pour le rachis lombaire hors hiatus. Pour le rachis cervical, les accidents étaient plus graves. 3 décès ont été rapportés en cas d'infiltration épidurale. Dans un décès, à l'autopsie, ils ont trouvé un infarctus cérébral gauche. Aussi, les infiltrations étaient rapportées par la voie transforaminale, sous scopie et exclusivement avec les corticoïdes particuliers. On peut avoir des effets secondaires minimes, donc, comme la douleur persistante ou la douleur lombaire ou cervicale persistante, des céphalées et aussi des agitations. On a une liste des effets secondaires minimes, mais qui sont généralement transitoires. Quelles sont les précautions à suivre? D'abord, il faut prendre le consentement de patient, consentement éclairé de patient. Il faut bien expliquer au patient la procédure de geste, les effets secondaires et les résultats prévus. Et de préférence, il faut obtenir le consentement écrit. Il faut vérifier les contre-indications qui sont la septicémie, les infections locales, on regarde quoi d'abord, l'allergie aux produits de contraste, aux produits injectés ou à l'anesthésion, les troubles de la crasse sanguine non ou mal équilibrés. Il faut vérifier le risque hémorragique et le risque thromboembolique, et les minimes en cas d'infiltration sacro-iliaque et les articulaires postérieurs, et les modérés en cas d'infiltration épidurale lombaire, et les majeurs en cas d'infiltration épidurale cervicale ou intradiscale. Donc, si le risque hémorragique est mineur ainsi que le risque thromboembolique, on peut, en cas de antiagrégants plaquettaires, on peut continuer le traitement anti-agrégants plaquettaires sans problème. Mais lorsque le risque est modéré ou majeur, il faut adapter la dose. Il faut soit arrêter et faire le relais par l'aspirine, soit il faut arrêter le traitement. Et en cas de risque majeur, risque hémorragique majeur, risque thromboembolique aussi élevé, il faut le geste, elle est généralement proscrite. Pour le diabète, en cas de traitement par les antidiabétiques oraux, le diabète et le régime doivent être équilibrés en pré et en post-procédure, et le traitement par insuline sera adapté en fonction des dextro post-infiltration. Pour les règles d'asepsie, on a 4 temps. Il y a l'asepsie concernant le patient. Il faut une désinfection locale, soit par le produit iodé, soit par le chlorhexidine. Il faut faire un nettoyage en 5 temps, si défaut de propreté. Pour le médecin, il faut des mains propres, gants stériles et blouses propres. Pour le matériel, il faut un matériel à usage unique, des compresses stériles, seringues stériles. Pour l'asepsie de l'appareil, ici, c'est l'échographie, mais même avec scopie et le scanner, le matériel doit être stérile. Pour l'échographe, sonde et fil doivent être nettoyés avec lingette ou solution antiseptique. Il faut un cache-sonde pour stérile et il faut respecter la distance entre la sonde et l'aiguille qui doit être minimum à 1 cm. Pour les précautions des infiltrations
épidurale, surtout au niveau de rachis, il ne faut pas pratiquer l'infiltration par voie foraminale et par voie épidurale postérieure avec un corticoïde en suspension, en particulier l'acétate de prénisone. Parce que généralement, lorsqu'on fait l'infiltration en rachis, on le fait avec les cortiques. Pour le rachis lombaire, il ne faut pas pratiquer l'infiltration aussi par voie foraminale avec un corticoïde en suspension et en particulier l'acétate de prénisolone. Chez le patient ayant un antécédent de chirurgie lombaire, une infiltration est possible avec l'acétate de prénisolone dans l'indication de radiculalgie sous réserve de ne pas infiltrer en regard de l'étage opéré. Pour le choix de l'étage à infiltrer à distance doit être décidé dans un staff multidisciplinaire. Chez un patient opéré, la voie hiatus sacrée est possible. Et chez un patient opéré, si une infiltration articulaire postérieure doit être réalisée, infiltrée à distance de l'étage opéré. En conclusion, la littérature elle est hétérogène en matière d'efficacité des corticoïdes, mais ce qui est sûr que en cas de radiculalgie sur hernie discale, les corticoïdes sont efficaces à court terme, moins de 3 mois. Donc, ce sont des gestes de plus en plus utilisés dans la pratique courante, surtout au rachis lombaire. Pour l'indication, c'est la douleur rachidienne chronique d'origine, bien sûr, mécanique, après échec de traitement bien conduit, médical et les règles hygiéno-diététiques. Les voies d'abord sont multiples, transforaminale en cas de radiculalgie sur hernie discale, mais cette voie, elle est risquée. La voie interlamaire en cas de rétrécissement canalaire et la voie hiatus, c'est la voie la plus tolérée. Pour les corticoïdes non particulières, sont préconisés en cas d'infiltration épidurale. Et pour les effets secondaires, sont surtout les accidents neurologiques. Il faut se méfier des accidents neurologiques, d'où l'intérêt de bien peser l'indication et bien sûr avoir une bonne maîtrise de gestes. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Zahir, pour cette présentation très pratique. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On est tous conscients de l'intérêt des infiltrations, pourvu qu'on trouve le produit à infiltrer. Apparemment, pour les corticoïdes non particulières, on a la dexaméthasone ici, on a. Mais le problème de dexaméthasone, c'est qu'elle a un effet rapide, mais court. L'effet est très court. De courte durée. Oui, courte durée. Très bien, c'était tellement clair qu'il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Donc, on remercie l'assistance.